Le débat s'enflamme autour de la conférence générale anglophone. C'est le constat que fait le quotidien Le Jour cette semaine. Les préalables suggérés en vue de la résolution de cette crise sociopolitique divisent la presse. D'un côté, Cameroun Tribune tranche net. Selon le journal gouvernemental, la libération des personnes accusées d'actes de terrorisme est impensable dans un état de droit. L'anecdote va plus loin en dénonçant un agenda caché d'une telle conférence qui vise à déstabiliser le Cameroun. Cette levée de bouclier observée contre la conférence de Buea fait dire au journal Le Messager que le gouvernement rejette la médiation Toumi. Pourtant, la nouvelle expression, à travers l'histoire politique anglophone, voit en cette conférence de Buea une opportunité de résoudre cette crise sociopolitique sans arrière-pensée. Du coup, la presse d'expression anglaise s'interroge. Cette conférence de Buea fait-elle peur au pouvoir public? Les critiques contre cette initiative de paix sont-elles fondées? Une chose est sûre, la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation sociopolitique du Cameroun. Et selon Cameroun Tribune, Paris soutient les efforts de paix et engage les Camerounais à dialoguer et mener des réflexions pour et du sud-ouest de retrouver des de vie décente. Cette implication de la communauté internationale soulève une vague de réactions dans un paysage politique où le chef de l'État, Paul Biya, vient de fermer la porte au fédéralisme. Selon Le Messager, la publication de l'organigramme du nouveau ministère de la décentralisation vient clore le débat sur la forme de l'État. Cependant, cela est-il suffisant pour contrecarrer les velléités séparatistes et les revendications fédéralistes? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. À l'occasion de cette nouvelle édition, je reçois sur le plateau de droit de réponse Angelbert Lebon-Datua. Bonjour Angelbert. Bonjour Monsieur Cédric Mouffeleux et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Et merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Vous êtes militant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Maître Emmanuel Pincy. Bonjour Maître. Bonjour à tous les téléspectateurs de votre excellente télévision. J'espère qu'aujourd'hui on sera beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. J'ai le plaisir d'avoir des panélistes parmi lesquels un ami et un confrère. Et vous savez, nous avons des règles au niveau des confraternités. Quand on arrive, on dit bonjour et je vais le saluer et l'embrasser tout à l'heure, quel que soit ce qu'on va se dire. C'est ça, c'est ce qui se passe au niveau du palais de justice et ailleurs. Maître Emmanuel Pincy, avocat au barreau du Cameroun, homme politique, militant du RDPC, le parti au pouvoir. Troisième panéliste sur droit de réponse, Maître Lavoisier Siapi. Bonjour, Maître. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox et de droit de réponse. Et si vous me permettez un mot, je voudrais dire que je voudrais élever dans le silence une prière pour cet enfant de 2 ans et cette jeune fille de 5 ans qui ont été fusillés par leur mère, avec leur mère, par des soldats indisciplinés de notre armée. Je ne voudrais pas que... Nous en parlerons au cours de cette émission. Oui, je ne voudrais pas qu'on oublie ce crime conseil juridique du SDF, et vous en êtes l'un des cadres politiques. Le quatrième panéliste ce dimanche est Edmond Kamga. Edmond, bonjour. Bonjour, monsieur Nouffelé. Consultant ce droit de réponse, chef de la section politique et politique internationale pour le quotidien La Nouvelle Expression. Merci d'être avec nous encore ce dimanche. C'est toujours avec plaisir et je saisis cette occasion pour saluer tous les copanélistes et bien sûr tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, avec vous, Maître Emmanuel Pincy, vous avez lu la presse cette semaine avec une levée de bouclier autour de cette conférence générale anglophone projetée à Buea pour la fin du mois d'août 2018. Qu'est-ce qui explique cette avalanche de critiques contre l'organisation d'une telle conférence, selon vous? Je crois que l'idée en elle-même, et vous avez dû suivre le ministre Issa Chiroma, n'était pas une mauvaise idée. Ce qui a dérangé énormément, c'est ce qu'on a appelé les préalables. Et les préalables qui mettaient d'ailleurs les forces de défense de l'armée avec les terroristes,
Et on demandait à l'armée camerounaise de baisser les armes et de l'autre côté également de libérer toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier, y compris les assassins au niveau du droit commun. Et moi, sur ce point-là, je dois dire que sur ceux qui ont commis des crimes de droit commun, ils doivent passer devant une juridiction et ils doivent être condamnés. Et j'ai lu avec plaisir, je crois que c'est le professeur Ebodé, qui s'est demandé s'il n'y avait pas un agenda caché dans le cadre d'une réflexion qui n'a pas été la mienne au départ, mais qui appelle quand même qu'on apporte quelques éclaircissements. Imaginez qu'on assassine et on tue des personnes qui sont autour de vous, et que les assassins ne passent pas au tribunal, qu'ils soient libérés, et qu'ils viennent dans le village. Imaginez que les militaires qui ont vu leurs camarades être assassinés, des têtes coupées, voient ces assassins dehors sans qu'on les punisse. Et je crois que ça peut entraîner vraiment des graves problèmes qui sont très importants. Donc l'idée d'une conférence, à mon avis, de ce type-là, serait arrivée, et à mon avis, ce serait une bonne chose si, déjà, on n'oublie pas que Monseigneur Toumi, c'est un opposant classique et quelqu'un qui cherche le fédéralisme. Je crois que c'est ça qui a occulté un tout petit peu cette manière où il a voulu faire quelque chose qui, dans son essence, est une bonne chose. Donc il doit réviser sa manière de pouvoir le faire pour pouvoir avoir une conférence sans qu'on pose des préalables. Justement, tout ce préalable concernant la libération de toutes les personnes interpellées depuis 2016 dans le cadre de la crise anglophone. On a noté la réaction du professeur James Monge Kobila dans les colonnes de Cameroun Tribune. Il affirme qu'il est difficile d'envisager la remise en liberté des personnes auteurs d'actes de terrorisme, de barbarie et de destruction et d'assassinat dans le cadre de cette conférence générale anglophone. Maître Sapi, vous suivez de près ce dossier de la crise anglophone et des personnes interpellées dans le cadre de la crise. Que pensez-vous de ce rejet des préalables formulés au sein de certains journaux cette semaine? Oui, je pense que le rejet de ces journaux est reflète d'ailleurs avec la position du ministre Issa Chirouma, traduit la position du pouvoir, à savoir que le pouvoir est radicalement opposé à tout dialogue. Et cela a été 36 ans depuis que le président Paul Biya est au pouvoir. C'est le refus systématique de tout dialogue sur des événements qui peuvent engager la cause nationale. Vous voyez, la crise anglophone est en train de prendre de l'ampleur. Elle dure depuis 2016. Pourquoi depuis 2016, le pouvoir n'a pas négocié? Au début, on avait négocié avec les représentants anglophones, le consortium. Mais on a vu la réaction du pouvoir. Vous négociez avec des gens samedi, dimanche, on dissout le consortium, et lundi, ils sont mis aux arrêts et emprisonnés. Des gens avec qui on a négocié il y a 2 jours. Alors, je pense que le cardinal Christian Toumi, c'est un patriote, c'est un grand nationaliste. Moi, je salue l'initiative du cardinal Toumi. Parce que quand on parle d'envoyer des gens en justice pour être jugés, qui est-ce qu'on va juger? Puisque systématiquement, l'armée est en train de tuer et de décimer tous ceux qui portent les armes. Et vous savez que, et je le parle, mon confrère peut le confirmer, on ne défait plus personne au tribunal militaire. Quand vous êtes arrêté, vous êtes fusillé. Ah, je ne peux pas confirmer. Alors, qui est-ce qu'on va juger à ce moment? Je ne sais pas qui est-ce qu'on va juger, alors que depuis pratiquement fin 2017, on n'a plus envoyé personne à Yaoundé, on ne traduit plus personne à Yaoundé. Est-ce que vous êtes favorable à la libération des personnes qui ont été interpellées, condamnées ou qui sont en cours de jugement dans le cadre de cette crise anglophone? Vous savez, cette crise a tellement pris de l'ampleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez des séparatistes armés. Ça ne se cache pas. Et les exactions se passent des 2 côtés. Si on ne libère pas ceux qu'on a arrêtés, qu'est-ce qu'on fait des membres de forces de l'ordre qui exécutent des civils innocents? Mais il y a des enquêtes qui sont en cours de la part du gouvernement camerounais. Il y a des interpellations qui ont été faites. Tous ceux dont les soupçons d'abus et de bavure ont été établis. Oui, ça c'est quelques petits cas. C'est quelques petits cas pour donner, par exemple, pour faire masquer la véritable réalité de cette affaire.
Il y a eu un massacre de près de 140 civils dans le Bialem dont personne ne parle. Aucune image n'est parue sur les réseaux sociaux. Mais près de 140 jeunes ont été massacrés dans le Bialem. Les auteurs de ces massacres, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils vont être interpellés? Et pourquoi le gouvernement ne dit rien sur ce massacre-là? Donc, j'ai dit que quand on est dans une situation comme celle-là, dire que parce qu'on a posé des a priori qu'on ne voudrait pas en discuter, ce n'est pas une raison pour refuser le dialogue. Allons au dialogue et dites aux gens avec qui vous êtes au dialogue que faisons l'ordre du jour, discutons de tels points, ne discutons pas de tels points, vous donnez les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas qu'on discute de ce point-là. Mais instituez le dialogue. On ne peut pas d'office refuser un dialogue sous le prétexte qu'il y a eu des préalables qu'on ne peut pas accepter. Et c'est ce qui a fait échouer les négociations de 2016. Parce que quand on a réuni les avocats, quand on a réuni les enseignants, on a posé les problèmes. Ils ont dit, pour que nos problèmes, les problèmes des avocats anglophones, les avocats anglophones ont dit, notre système, il ne peut être mieux protégé que dans un système de fédéralisme. Le gouvernement aurait pu dire, discutons de ça, mais on voit dans quelle mesure on peut plutôt appliquer la décentralisation au lieu du fédéralisme que vous voulez. Justement, mais on a refusé, on a dit c'est le préalable, c'est le préalable. De critique contre la conférence anglophone. Je voudrais donc dire que le SIF soutient l'initiative du cardinal Toumi. Le chairman l'a dit, on soutient cette initiative et nous souhaitons que ce dialogue ait lieu. Bien suivi. D'autres universitaires reprochent aux dignitaires religieux d'avoir contribué à la radicalisation de la crise au départ et qu'ils ont perdu leur crédibilité et leur neutralité. Edmond Kambia, la Nouvelle Expression, a réagi cette semaine face à ces critiques contre la conférence générale anglophone. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Effectivement, vous faites bien de dire que la Nouvelle Expression a réagi dans un dossier pratiquement que j'ai coordonné à cette question. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'excès. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont inexactes sur les propos du cardinal Toumi, sur leur communiqué qui a été diffusé, publié depuis le 25 juillet dernier. En réalité, ce que nous observons, c'est que les gens interprètent mal le contenu de la déclaration commune qui a été faite par le cardinal Toumi et ses confrères religieux, musulmans et protestants. Je voudrais ici, avant d'entrer dans le fond du sujet, dire à Maître Pincy que c'est inexact de dire que le cardinal Toumi est un opposant et c'est également inexact de faire croire que le fait d'être partisan du fédéralisme apparaîtrait comme un délit ou un crime. D'abord, je dois dire, le cardinal Christian Toumi est un homme d'église, c'est un prélat. C'est quelqu'un dont la réputation est connue sur le plan national et international. Il n'est pas un homme politique, il est militant d'aucun parti politique. Il n'a jamais pris part à une réunion politique. Il a toujours dit, dans toutes les interviews qu'il nous a accordées ou à d'autres médias, en cette qualité, quand vous dites qu'il est opposant, opposant par rapport à quoi? Parce qu'il prêche, parce qu'il prêche et dit ce qu'il convient de dire à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il faut le rappeler ici. Monseigneur Dormeau de regretter mémoire disait qu'on ne peut pas conduire les fidèles au ciel comme si la terre n'existait pas. Le cardinal Toumi est de cette école. Et dans le monde entier aujourd'hui, l'église catholique en général et toutes les églises, y compris les églises protestantes et autres, ont compris qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un évangile désincarné. Il doit s'incarner dans le vécu quotidien des fidèles. C'est pour cela que le cardinal Toumi prend position sur les questions d'actualité concernant la vie politique, sociale et économique des citoyens camerounais. Il ne peut pas rester indifférent. S'il reste indifférent, c'est qu'il manque véritablement à sa mission de prélat, d'enseignant, de guide spirituel. Donc, il n'est pas un opposant. Ça, c'est important de le souligner. Parce qu'il n'est pas militant d'un parti politique. Il n'est pas à la tête d'un parti politique. Vous dites que parce qu'il est opposant et puis il est partisan du fédéralisme, c'est un problème. Je ne vois pas en quoi c'est un problème au Cameroun d'être partisan du fédéralisme. C'est une option. Le cardinal Toumi est un citoyen. Il est libre de ses propos. Il est libre d'être pour le fédéralisme ou contre le fédéralisme. Il est libre, comme on le sait, d'autres Camerounais sont pour la décentralisation, même comme elle n'a pas été effective. On ne peut pas en faire un délit ou un crime pour un citoyen, fût-il un prélat, de dire que le fait qu'il soit comme partisan du fédéralisme soit contre-productif pour une éventuelle médiation. Maintenant, sur la question que vous avez posée, M. Noufélé, la Nouvelle Expression a effectivement démontré
que l'initiative du cardinal Toumi et de ses confrères religieux est une bonne initiative, qu'elle est louable et qu'elle a été très mal interprétée et que même la position du gouvernement n'a pas été suffisamment bien interprétée, y compris par les médias d'État. Parce que Issa Chiroma, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dit, et je le répète, que toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'apaisement sont les bienvenues. Et que l'initiative du cardinal Toumi et de ses confrères est une bonne chose. Mais la question des préalables reste... émis des réserves. La question des préalables reste un épineux problème posé. Angelbert Lebon-Mdacha, vous avez lu la presse également cette semaine. Vous avez observé certains journaux qui estiment que cette conférence anglophone projetée à Buea est un piège tendu au régime de Yaoundé. Il y a un agenda caché derrière une telle conférence. Que pensez-vous de ces critiques à l'encontre de cette initiative? Alors, moi, connaissant la personne de Toumi, je ne pourrais pas parler d'agenda caché. Je vais simplement revenir sur les préalables. Tout à l'heure, Maître Pensi a cité un ministre, fut-il porte-parole du gouvernement. Je dois simplement rappeler que ce ministre, dans une histoire que le Cameroun avait connue, le 6 avril 1984, avait été arrêté et écroué pour complicité à la sûreté de l'État. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce monsieur soit libéré et qu'il soit aujourd'hui ministre et porte-parole. Je suppose que s'il est aux côtés du président Biya aujourd'hui, c'est parce que le président Biya, à un moment donné de sa gouvernance, a voulu mettre de la paix dans les cœurs en associant les opposants à son gouvernement. Nous avons un fait qui nous marque aujourd'hui, c'est que on a une crise qui dure depuis 2 ans pratiquement. Une crise qui s'enlise. Il y a eu des propositions qui ont été faites depuis le départ, notamment nous au niveau du MRC. En juin 2016, à un meeting à Bamenda, nous avions proposé exactement ce que le cardinal Toumi propose aujourd'hui. Nous l'avons d'ailleurs réitéré au mois d'août 2017 avec les mêmes termes. Quand on veut aller à un dialogue, il faut savoir faire des concessions. Et je dis, le fait que le gouvernement dise c'est une belle initiative, mais on refuse les préalables, vous comprenez donc en fait qu'ils ne font aucune concession. Dire que c'est une belle initiative, eh bien, écoutez, quand on connaît la crédibilité aujourd'hui du cardinal Toumi, moi j'ai bien envie de dire parfois qu'il a peut-être réagi un peu trop tard, puisqu'on l'attendait depuis. De toutes les propositions qui ont été faites, quand on pensait, quand tout le monde, comme ça, recherchait un médiateur national dans cette crise, que ce soit le MRC, que ce soit, je pense peut-être le SDF, tout le monde ne voyait que la personne du cardinal Toumi. Donc en termes de crédibilité, on ne peut pas avoir de doute là-dessus aujourd'hui. Moi je dis, un préalable, c'est un préalable. Et on peut même négocier un préalable. C'est cette attitude que je dirais arrogante du gouvernement qui choque dans les voies de résolution de cette crise. Justement, ce préalable, pourtant, a plusieurs fois été posé par la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans un communiqué publié à la suite des missions d'écoute menées dans les régions anglophones. Même la Commission des droits de l'homme a également souligné ce préalable. Pourquoi, lorsque les évêques, du moins leaders religieux, s'intéressent également à ce préalable-là, il y a cette levée de bouclier? Maître Emmanuel Pensi, est-ce que la médiation de Toumi pose problème au gouvernement? Je pense que la médiation de Toumi en elle-même ne pose pas de problème. Et je voudrais dire ici que Monseigneur Toumi est un prélat très respectable. J'en conviens, et c'est même quelqu'un de bien. Mais vous savez que lorsque vous allez dans une négociation, il ne faudrait pas que la personne qui est en face de vous, si vous avez des doutes, je dis ça d'une manière objective, si vous avez des doutes sur cette personne, parce que Monseigneur Toumi s'est toujours opposé, et c'est normal. Et je crois que Edmond l'a souligné, dans plusieurs pays dans le monde, les prélats sont souvent les premiers opposants, ce n'est pas simplement au Cameroun. Et que souvent ce n'est pas bien perçu par le gouvernement.
Bon, j'ai dit l'initiative qu'il a faite. Moi, je tiens à rappeler à mon confrère Tchapi que moi, j'étais convoqué, j'étais dans la réunion, je pense qu'il n'était pas, quand le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État nous a convoqués au mois de novembre. Il a convoqué tous les jeunes confrères anglophones qui avaient défilé et qui faisaient des protestations en disant que le texte OHADA n'était pas traduit en anglais, etc. Il les a convoqués, ils ne sont pas venus. Mais nous étions nombreux. Je dis, il y avait tous les chefs de cour et un certain nombre d'avocats, je suis obligé de le dire, qui ont eu un certain nombre de fonctions dans l'ordre. Bon, j'en ai eu très importante pendant plusieurs années. Et le ministre de la Justice a accédé à ce que les avocats anglophones demandaient. C'est-à-dire la traduction qui ne relevait d'ailleurs pas du Cameroun, mais tout simplement de l'OHADA. Et le secrétaire d'ailleurs permanent de l'OHADA est venu remettre les textes qui ont été traduits. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2008, c'est à l'époque Kamto qui était ministre délégué à la justice, qui est parti au Canada pour apporter des modifications au niveau du texte OHADA, qui est, il pensait que ce n'était pas traduit en anglais. L'OHADA, c'est en français, en anglais, en espagnol et même en portugais. Ça, c'est une réunion qui s'est tenue au Canada le 14 octobre 2008. Et ça, c'est Kamto qui défendait la position. Donc, ces positions-là ont été acceptées. Tout ce qui a été fait au niveau des enseignants anglophones, lorsque le ministre Ngale Bibeye était là, il a satisfait. Mais il y avait un agenda caché derrière qui était la demande de la sécession. C'est ça le vrai problème. Et cette demande de la sécession avec une exagération qui est partie au niveau des armes. Mais dans les documents, j'entends dans les documents présentés par ce consortium de la société civile anglophone, c'est la question du fédéralisme pourtant qui avait été rendue publique. La question du fédéralisme n'a jamais... Est-ce que cette question pose problème au gouvernement? Est-ce que le fait de vouloir débattre de la forme de l'État est un problème pour le gouvernement? Je vais commencer à faire d'abord une manière historique. Elle n'était pas posée au départ. Lorsque les jeunes avocats anglophones ont commencé à défiler, ils ne parlaient pas de fédéralisme. Et moi, je suis passé à la CRTV, je me souviens à l'époque, à midi, pour expliquer qu'il y a un agenda caché. Ce que veulent les anglophones, c'est la sécession. Et ça, je le sais depuis très longtemps, parce que Tchapi le sait, j'étais au Conseil de l'Ordre déjà en 1984, et j'avais un de mes conseillers qui était avec moi, qui s'appelait Ekontat Elad, qui était l'avocat de la sécession. Et nous avons voyagé un jour en allant à New York, où il était allé faire une pétition pour demander en tout état de cause la sécession, et ça avait échoué. Et maintenant, il se trouve à Londres, semble-t-il, bien garni, je ne sais pas par qui, mais en tout état de cause, il a quitté le mouvement. Il y a un de mes voisins, et quelqu'un qui a employé mon frère qui s'appelle Jol Itumbe, Molan Jol Itumbe, qui est un vieux sécessionniste, qui a 92 ans, qui est quelqu'un d'excessivement respectable, mais qui n'est pas quelqu'un qui prend des armes. L'élément qui a exagéré, c'est la surenchère qui a été faite par un certain nombre, et il y a eu un débordement. Mais j'avoue que le gouvernement a envoyé, quand on dit le gouvernement n'a envoyé personne, le Premier ministre est allé, le secrétaire général du RDPC y est allé, tout le monde y est allé, même Gaga Ama Adji est allé, le monsieur Dampulo est allé, on a demandé qu'est-ce que vous voulez, et je crois que c'est ça, en fin de compte, il n'y a pas au niveau, il y a une désorganisation au niveau des demandes. Bon, maintenant le gouvernement pose un préalable en disant le Cameroun est un et indivisible. Vous pouvez discuter, on peut discuter de tout. Mais ne discutez pas du fait qu'on va y avoir une séparation. Ça, c'est la forme de l'État et ça pose un problème d'ordre constitutionnel. Mais le reste, on peut discuter. Justement, on peut discuter de tout. Je vous en prie, permettez à Maître Lavoisier Sapi de réagir sur ce procès d'intention mené contre les anglophones qui revendiquent de meilleures conditions de vie depuis près de 2 ans et une possibilité pour eux de pouvoir décider eux-mêmes de leur politique publique. Est-ce que vous partagez le point de vue de Maître Emmanuel Pincy sur le diagnostic posé concernant la situation dans ces régions anglophones? Non, pas du tout. Je pense que le grand frère connaît que la revendication des avocats, avant d'être portée sur la place publique, a commencé au sein du barreau. Au cours de nombreuses assemblées générales du barreau, les avocats ont posé le problème, les avocats anglophones ont posé le problème de la protection de la common law face au droit civil français, qui était très envahissant. Parce que la tendance du pouvoir était d'effacer la common law et d'étendre le droit civil français dans la zone anglophone.
les anglophones ont commencé au sein du barreau. Et cela s'est posé avec beaucoup plus d'acuité lorsque État Besson Junior était bâtonnier de l'ordre des avocats. Les avocats anglophones ont commencé ce problème au sein du barreau. Ça fait longtemps. Notamment lorsque le ministre de la Justice a voulu nommer des notaires dans la zone anglophone. Le droit anglophone ne connaît pas la fonction de notaire. C'est une fonction essentiellement créée par le droit civil français. Le droit anglophone ne connaît pas ça. Donc, avant que les anglophones ne portent leurs revendications au public, ils l'avaient déjà porté au sein du barreau, ça n'a pas trouvé de solution. Maintenant, je voudrais dire que les avocats anglophones, depuis 2014, envoient des mémorandums au président de la République. Ils ont d'abord envoyé un mémorandum au ministre de la Justice, un mémorandum au Premier ministre et un mémorandum au chef de l'État sous couvert du Premier ministre. C'est un mémorandum qui posait clairement le problème de basculation du système gouvernant vers le système fédéral pour protéger le système de la common law, qui est un système juridique extrêmement protecteur des droits et des libertés publiques. Et je voudrais dire, chers confrères, que ce n'est pas parce qu'on applique le fédéralisme dans un État qu'il cesse d'être un et indivisible. Le Nigeria est un État fédéral, mais le Nigeria est un et indivisible. Aucun État nigérian ne s'est détaché pour créer un État indépendant. Non. Le fédéralisme, c'est une forme de gouvernance. Une forme de gouvernance qui donne le pouvoir au peuple. Regardez la région de l'Est. C'est la région la plus riche en termes de ressources naturelles, mais également la région la plus pauvre en termes de développement. S'il y avait un système fédéral où 10% des ressources de l'Est lui étaient réservées, aujourd'hui l'Est ne serait pas ce qu'on voit. Ça c'est un exemple de ce que le fédéralisme peut apporter en termes de développement. Aujourd'hui, je vous en prie, aujourd'hui ce sont des violences qui sont observées dans les régions anglophones et ces leaders religieux ont invité le gouvernement camerounais et les groupes armés qui opèrent dans les régions anglophones de déclarer la fin immédiate des hostilités militaires et créer les conditions favorables pour une solution pacifique et durable du problème anglophone. Maître Edmond Kandia, sur cette question concernant les hostilités militaires, quelle est votre compréhension de cette condition posée par les dignitaires religieux? D'abord, il faut dire que sur un des points, avant d'aborder ce point précis, je dois dire, en ce qui concerne les personnes que le cardinal Toumi et ses confrères ont demandé de libérer, ils ont clairement indiqué que ce sont des mesures, ils ont demandé au gouvernement de prendre des mesures légalement possibles pour permettre la libération des personnes arrêtées, détenues dans le cadre de la crise anglophone. Et quand ils ont dit les mesures légalement possibles, en réalité, ils n'ont pas dit dit de libérer tout le monde. Ils ont dit les mesures légalement possibles pour libérer tous ceux qui ont été arrêtés et interpellés. Cela signifie quoi? Je prends un seul exemple. Il y a exactement un an, le chef de l'État a pris un certain nombre, une mesure importante, l'arrêt des poursuites contre Maître Akbor Congo Bala, contre Neba Fontem, contre Aya Abine, qui avait été inculpé pendant 7 mois, qui avait été écroué, détenu sans inculpation. Ça, il faut le préciser. Il n'avait pas été inculpé. Il n'y avait pas de raison officielle pour lesquelles on l'avait gardé. Et ça, c'était un cas assez étrange, parce que ça ressemblait à des cas kafkaïens. Et cette mesure-là a permis de libérer officiellement une cinquantaine, il dit officiellement, parce que je m'en tiens au texte qui a été publié par le ministère de la Défense. Une cinquantaine de personnes ont été libérées, ont bénéficié de cette mesure. Rappelez-vous, il y a un an, la presse, la société civile et même des leaders politiques de l'opposition ont critiqué cette mesure, parce que cette mesure était partiale, sinon parcellaire. Ça ne concernait pas toutes les personnes arrêtées, parce qu'effectivement, il y avait encore des personnes en détention qui étaient là et ne savaient pas pourquoi ils y étaient, parce que probablement ils y étaient de façon arbitraire. Et quand le cardinal et ses confrères ont pris cette mesure, c'est en tenant compte de cette mesure légalement possible. L'arrêt de poursuite est légalement possible au Cameroun. Donc il faut l'interpréter ainsi. Ils n'ont jamais dit dans leur préalable qu'il faut absolument les libérer, mais tant que la loi permet de les libérer. L'arrêt de poursuite, c'est une mesure possible au Cameroun. Maintenant, sur le point que vous avez souligné, parce qu'ils ont également dit la cessation des hostilités. La cessation des hostilités militaires. On peut l'interpréter comme étant un cessez-le-feu, le dépôt des armes, qui permet, il faut toujours le situer dans son contexte, qui permet la tenue des assises qu'ils ont annoncées à Buea les 29 et 30 août prochains. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas tenir une telle rencontre dans des conditions
d'insécurité. Et voyez-vous même, dans le communiqué, ils convient le gouverneur de la région du Nord-Ouest et le gouverneur de la région du Sud-Ouest de prendre part à cette rencontre les 29 et 30 août. S'ils ne peuvent pas y prendre part, d'y envoyer leurs représentants. Donc on ne peut pas parler d'agenda caché. Justement. Ils ne peuvent pas se réunir, appeler le gouvernement à se faire représenter de la manière la plus importante qui soit par le gouverneur de la région, et on parle d'agenda caché. À votre ils n'ont suite, rien à cacher du tout. votre suite, Edmond Kambia, Angélebert Lebon d'Achua, quel est l'enjeu d'une cessation des hostilités militaires sur le théâtre de cette crise anglophone? Ce qu'il faut dire, je vais d'abord revenir à la sécession. Il faut savoir que depuis très longtemps, et tous les 1er octobre, il y a un certain courant dans la zone anglophone qui a toujours demandé cette sécession. Donc c'est pas nouveau. Mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui une telle ampleur? J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Il faut s'interroger. Si on s'interroge sur pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce mouvement-là a pris de l'ampleur, on va commencer à trouver des éléments de réponse qui nous permettront finalement d'aller à la table du dialogue. Les enjeux aujourd'hui d'un cessez-le-feu, il est évident que c'est stratégique pour chacun. Pour l'État, un cessez-le-feu voudrait dire accepter que les sécessionnistes aujourd'hui gardent les positions qu'ils ont. Et pour les sécessionnistes, un cessez-le-feu, ça déposer les armes, voudrait dire que l'État pourrait ne pas jouer le jeu et contre-attaquer. Donc, habituellement, pour régler ce genre de problème, et je ne souhaite pas que cela arrive au Cameroun, c'est pourquoi, pendant qu'il a encore temps, il faut qu'on dialogue. Pour régler ce genre de problème, il faut forcément un médiateur armé qui viendra garder chaque camp dans leur position. Et je pense, en tant que Camerounais, que ce ne serait pas une très bonne chose pour nous. On l'a vu ailleurs, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Maître Emmanuel Pensi, sur la question du cessez-le-feu, le gouvernement estime que c'est un préalable qui ne pourrait être entendu de façon acceptable, que le gouvernement et les forces de l'ordre et l'armée camerounaise ont le monopole de la force légitime sur le terrain, mais pourtant, il y a une escalade de violence qui inquiète les populations et les font fuir à la fois au Nigeria, mais aussi dans d'autres régions du pays. Oui, sur ce point-là, je dois dire que c'est dans tous les conflits dans le monde. On a même mis au niveau du FARC en Colombie. Le FARC a un cessez-le-feu. Oui. Il faut un cessez-le-feu qui a été fait par le FARC. C'est-à-dire, ils décident qu'ils ne font plus les armes. Or, qu'est-ce qu'on voit? Au moment où Monseigneur Toumé est en train de parler, pas plus tard que cette semaine, au Nigeria, on a arrêté tous ces vendeurs d'armes. C'est déjà sorti sur Facebook. Avec des armes qui étaient destinées aux anglophones, c'est-à-dire les gens continuent toujours à pouvoir tuer des gens. Moi, je vois des chefs qui ont été assassinés. Tous les jours, on arrête les gens. Mais ceux qui ont commencé à faire cette guerre, quel est le gain pour les populations? Parce que ce n'est pas l'État qui a commencé la guerre. Qui est-ce qui a commencé la guerre? C'est eux qui ont commencé à prendre des gens, au point de vue historique. Mais et moi, je voudrais ceci. Nous sommes tous des Camerounais. Oui. Et nous voulons qu'il y ait la paix dans ce pays. Ça, c'est la première chose, un préalable. Aussi bien le gouvernement que maintenant les populations anglophones. Mais il y a une série de personnes. Vous avez vu d'ailleurs que Agbor Bala, on est allé brûler la maison de son père parce qu'il a demandé aux gens de faire le cessez-le-feu. On a tué un chef parce qu'il a demandé de cesser le feu. Tous les jours, on tue les gens qui demandent la paix. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, vous avez, à côté de ceux qui, même s'ils demandent le fédéralisme, ce qui peut être une discussion, parce que je ne dis pas qu'on ne discute pas, mais je ne suis pas d'accord avec Maître Chapi. Quand il dit que la région de l'Est pourrait aussi avoir son État, parce que c'est ce qu'on comprend dans le cadre de sa discussion. Oui. Ça fait à peu près 10 États au niveau du Cameroun. Je pense que c'est multiplier les problèmes par 10. Ce que moi je retiens, et qui serait une bonne chose, ce serait qu'il y ait une décentralisation effective, que le gouvernement n'est pas encore arrivé à faire. Parce que s'il le fait, et ça, Chapi a dit ça avec raison, il faudrait que, au niveau du sud-ouest, comme ça se faisait par avant, qu'ils aient la maîtrise
de pouvoir réparer le caniveau. Si le tracteur doit faire la route, qu'on n'ait pas demandé à Yaoundé. Je crois que c'est cette centralisation excessive dont tous les Camerounais ne veulent pas. Le plus gros problème, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont à Yaoundé, qui sont là tout simplement pour prélever l'argent sur les marchés et qui ne veulent pas que ce marché-là aille ailleurs. Et moi, je pense que ce qu'on pourrait faire, s'il y a une décentralisation, on oublie que la région du littoral, je pense, lui qui est économiste, Kamga, c'est presque 33% du PIB du Cameroun. Vous vous rendez compte? Mais dans le cadre de la distribution, on ne va pas donner au littoral les 33%. Ni on ne va pas donner au sud-ouest tout le produit du pétrole. Non, on va faire donc ce qu'on appelle au niveau des transferts sociaux pour pouvoir en discuter. Donc le problème qui est là, il faut faire très attention. Permettons à Maître Lavoisier-Sapie de réagir sur les différentes hostilités militaires observées sur le théâtre de la crise anglophone. Comment permettre aux différentes parties belligérantes d'arrêter ces armes pour permettre à ce que cette conférence se tienne, elle qui est prévue dans 3 semaines exactement à Buea? Oui, moi je pense que déjà cette conférence, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 1993 et en 1994, les anglophones ont tenu ce qu'on avait appelé la All Anglophone Conference 1 et 2 à Buea et à Bamenda. Au cours de cette conférence, ils avaient formulé des propositions constitutionnelles pour qu'on ait un État véritablement décentralisé, un État fédéral. Joseph Ouna, qui était président de la conférence constitutionnelle, a rejeté ces propositions et les anglophones ont claqué la porte. Donc le refus du dialogue ne date pas d'aujourd'hui, du pouvoir ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, s'il faut que cette conférence se tienne dans des conditions de sécurité, vous savez, il y a 2 forces belligérantes. Et moi, je pense que l'armée nationale a tort de croire qu'elle peut gagner la guerre contre les anglophones. Vous allez tuer des gens, d'autres vont sortir. Et une guerre interne qui oppose une population à son armée, c'est une guerre qui ne peut pas finir de sitôt. Maintenant, les 2 forces belligérantes, il y a eu tellement d'exactions sur le terrain qu'il y a des suspicions de toutes parts. Quand on dit que les anglophones déposent les armes, les séparatistes anglophones, quand on leur demande de déposer les armes, je voudrais partager la vision de mon frère. Ils vont déposer les armes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va les cantonner où? Parce que s'ils sont placés sous le contrôle de l'armée, ils seront systématiquement massacrés, fusillés. Puisque l'armée a des rancœurs contre eux pour avoir tué leurs collègues. L'armée n'est donc pas aujourd'hui bien placée pour cantonner ces gars-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument une force neutre. On peut faire recours à l'Union africaine. L'Union africaine a une force d'intervention rapide. On peut faire venir les forces armées tchadiennes. Nous avons fait recours aux forces armées tchadiennes quand il fallait combattre Boko Haram. Nous avons fait recours aux forces armées nigérianes quand il fallait combattre Boko Haram. Parce que, voyez-vous, même les réfugiés qui sont au Nigeria, les réfugiés qui sont des déplacés internes au Cameroun, ils n'ont pas confiance en notre armée. Au vu des exactions qu'ils ont subies. Des villages qui ont été incendiés. On est allé à Bangam et à Tombel. L'armée a réuni 200 motos et a mis le feu là-dessus. Des jeunes gens. Ça, on n'en parle pas. Il y a eu des exactions des 2 camps. Donc, cette population-là n'a plus confiance en notre armée. Il faut donc que notre armée rétablisse cette confiance pour que ces gens puissent rentrer. Donc, il faut ce qu'on appelle souvent les couloirs humanitaires. Si on fait des couloirs humanitaires, est-ce qu'on aura confiance en notre armée pour protéger les gens, pour qu'ils rentrent dans leur village, etc. Je ne pense pas. Justement, donc moi, je pense qu'il faut faire recours à une force d'un pays ami, voisin, qui s'interpose. Et à ce moment, nous avons, parce que les séparatistes armés qui sont dans les brousses, si vous prenez les chefs traditionnels du Nord-Ouest, ils les connaissent, c'est leurs enfants. Si vous faites une délégation de chefs traditionnels et des membres de la société civile crédibles qui vont vers ces enfants pour leur dire déposez les armes, les conditions de sécurité sont réunies pour qu'on ne vous fasse pas de mal, ils vont déposer les armes, ils vont sortir des brousses. S'ils sont sûrs que leur sécurité va être garantie. Justement, Edmond Kamga, sur cette question donner la garantie concernant la situation socio-politique dans les régions anglophones, cette situation est scrutée de près par la communauté internationale. Il y a Paris qui multiplie les rencontres avec le chef de l'État du Cameroun après les différents émissaires envoyés au pays. C'est l'ambassadeur de France au Cameroun qui a rencontré le chef de l'État. Et selon Cameroun Tribune, Paris soutient les efforts de paix
engagé sur le théâtre de la crise anglophone, est-ce que vous avez la même évaluation concernant les efforts de paix engagés dans ces régions anglophones pour résoudre cette crise? Il faut dire que les pays amis font des suggestions. On a vu les suggestions de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, on a vu les suggestions qui ont été faites et la dernière audience accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun par le chef de l'État, qui l'a par ailleurs invité à prendre part à une cérémonie en novembre prochain à Paris, un sommet de la paix au lendemain du centenaire de la célébration de la Première Guerre mondiale. Si cette invitation est importante sur le plan international, c'est-à-dire qu'elle survient dans un contexte où on veut rechercher la paix durable dans les conflits internationaux, et y compris les conflits au Cameroun et dans la sous-région en Afrique, il faut tout de même s'interroger pour cette invitation qui est faite à un chef d'État qui est pratiquement en pré-campagne électorale. Une analyse pourrait être portée sur cette invitation-là et laisser penser, laisser croire que Paris a fait son choix sur son candidat, qui serait Paul Biya, candidat pour l'élection présidentielle en 2018. Et en cela montrerait le caractère, j'allais dire le positionnement de la France dans le débat, dans la crise qui secoue le Cameroun actuellement. Et on sait que les pays amis, notamment les deux pays, sont pratiquement dans une sorte de bataille diplomatique pour avoir le contrôle de la situation au Cameroun. Ça, c'est la première interprétation qu'on peut avoir. La deuxième est celle qui consiste, pour les Camerounais eux-mêmes, de rester lucides, de garder leur discernement par rapport à ce qui se passe sur le plan diplomatique au Cameroun. Tout à l'heure, Maître Sapi faisait des suggestions intéressantes sur la possibilité d'une force tampon qui permettrait, n'est-ce pas, de s'assurer qu'effectivement l'armée et les sécessionnistes pratiqueraient, effectivement, concrétiseraient le cessez-le-feu. C'est une bonne chose, mais on peut également questionner cette possibilité-là. Parce que qui est-ce qu'on invitera? Il parle d'une force africaine, il parle de pays amis. C'est une éventualité. D'autres pourraient vous dire, pourquoi pas l'ONU? Pourquoi pas les casques bleus? Et là, c'est un échelon encore plus élevé qui a des conséquences plus graves. Je pense qu'il a choisi l'option minimale quand il parle de l'Union africaine et des pays amis. Parce que l'option casque bleu, option ONU, c'est l'option maximale. Des forces auxquelles on a déjà eu recours. Tout à fait, tout à fait. Dans le cadre de la bataille du Nord. Ce que je souhaite personnellement, c'est que faisons en sorte que nous réglons nos questions par nous-mêmes, sans associer qui que ce soit qui soit extérieur au Cameroun. Je le dis avec toute la mesure, avec toute la responsabilité, avec tout le regard, toute la lecture et l'analyse diplomatique possible. Parce que chaque fois que vous associez des personnes extérieures à votre pays, ils y entrent, ils y interviennent en tenant compte de leur propre intérêt, qui n'est pas forcément l'intérêt du Cameroun. Oui. Donc, faisons la paix entre nous et évitons que des personnes qui ne sont pas directement concernées. Quelle suggestion pratique Justement, pour redonner confiance je vous en prie, aux uns et aux messieurs, autres? les efforts de paix, les initiatives gouvernementales qui bénéficient du soutien de Paris, Engelbert Lebon d'Achua, comment vous appréciez ces multiples rencontres entre le diplomate français et le président de la République du Cameroun au sujet de la crise anglophone et les journaux proches du pouvoir, notamment Cameroun Tribune, qui estiment que Paris est favorable à l'unité du Cameroun et son indivisibilité? Ben, tout le monde est favorable à l'unité du Cameroun. Je pense qu'on n'a pas attendu Paris pour nous faire la leçon. Nous, on l'a toujours dit, la sécession du Cameroun, ou la scission, si vous voulez, n'est pas à l'ordre du jour. On n'a pas besoin d'attendre Paris pour ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'entre nous, Camerounais, nous soyons suffisamment responsables. On a des amis, on est un État, on a des pays amis. Et comme on dit souvent, bon, peut-être que c'est dans les besoins qu'on reconnaît ses véritables amis. Ou bien c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses véritables amis. Bon, donc on apprécie bien cette sollicitude de la France. Mais honnêtement, à quoi est-ce que cela nous avance? Est-ce à dire que nous, Camerounais, n'avons pas pu résoudre cette crise?
Mais la crise, il faut la comprendre, elle n'est pas compliquée. Je sais que le gouvernement a toujours considéré cette crise, ils ne le disent peut-être pas, mais le gouvernement a toujours considéré cette crise comme étant une attaque à son pouvoir. On ne le dit pas, mais en même temps, quand vous vivez avec des gens qui, à un moment donné, ont décidé de cheminer avec vous, quand vous êtes avec ces gens-là, quand on a un chef d'État qui fait 36 discours à la nation le 31 décembre en français, 36 discours le 10 février à la jeunesse en français, quand vous avez dans cet état-là, même si c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas souvent d'accord, mais ça me permet de m'interroger. Quand dans cet état-là, vous avez le président de la République qui est francophone, vous avez le président du Sénat qui est francophone, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est francophone, vous avez le président du Conseil constitutionnel qui est francophone, vous avez le président du Conseil économique et social qui est francophone, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Rien que sur cette forme-là, je ne rentre pas dans le fond. Parce que si on avait eu 36 ans de bonne gouvernance, on n'en serait pas là. Cette crise est également, mais c'est le résultat d'une politique qui a échoué depuis 36 ans. Peut-être que les anglophones, eux, ont décidé de prendre leur destin en main et de ne pas attendre les autres partis francophones. Mais c'est une crise qui pourrait éclater partout au Cameroun aujourd'hui. Une crise de gouvernance, hein, Maître Emmanuel Pensy, le RDPC et son programme du renouveau, ses grandes réalisations, ses grandes ambitions qui n'ont pas réussi à juguler ce problème qui se pose depuis de nombreuses années, comme vient de le révéler Angélbert Le Bondachua. Non, personne ne peut nier que le Cameroun se trouve dans une situation de crise. Ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. C'est pour ça d'ailleurs que nous devons être solidaires. Je veux d'ailleurs rappeler que lorsqu'on est en état de guerre, il faut que nous soyons tous solidaires. Parce que franchement, si vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, parce que moi je reprends Edmond Kamga, il y a des gens qui voudraient que lorsqu'il y a la crise au Cameroun, on appelle les forces de l'ONU, où l'ONU a réglé le problème. Regardez ce qui se passe au Congo démocratique, ça a aggravé le problème. Où les forces extérieures ont réglé le problème, ça a aggravé. Je crois que l'un d'entre nous a dit qu'il faut, je crois que c'est Tchapi qui a dit qu'il faut appeler les chefs traditionnels. Mais quand vous assassinez les chefs traditionnels, ça devient encore quoi? Les chefs traditionnels qui ne vous ont rien fait. Moi, je voudrais dire ceci. D'abord, nous devons, nous-mêmes Camerounais, être solidaires face à la guerre. Et essayer de trouver une solution. Maintenant, quand on commence à dire, le président est là depuis 36 ans, la France l'a convoqué, lui a demandé là, de venir le 20 novembre. Donc, la France a déjà agréé la victoire du président Paul Biya. Absolument. Je dois dire que la France a des relations qu'avec les États. Donc, ce sera celui qui sera là, qui gagnera aux élections du 8 octobre, qui ira à l'invitation. Donc, l'invitation n'a pas été envoyée à la personne personnelle de Paul Biya. Mais sur cet intérêt de la communauté internationale et surtout de Paris, qui multiplie les rencontres entre ses émissaires et le président de la République du Cameroun au sujet de la crise anglophone, comment appréciez-vous cet intérêt? Vraiment, je trouve ça très bien qu'on n'oublie pas les problèmes qui sont géopolitiques. Que la France, on ne peut pas dire, personne ne peut nier que le Cameroun ne fait pas partie de son précaré. Ça, c'est des problèmes qui existent à travers le monde. Et que la France s'intéresse au Cameroun me semble être une excellente chose. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit la France qui soit maintenant le premier partenaire camerounais. Je crois qu'il y a la Chine qui est derrière, qui arrive avec force, qui également a invité le président. Le président camerounais a été le premier à avoir été invité lorsque le président Xi Jinping a été élu. Donc ça, c'est quand même quelques marques de choses qui existent. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons une armée disciplinée. Ça, qu'on veut le dire, non. Si les instructions sont données à l'armée camerounaise d'un cessez-le-feu, l'armée camerounaise va l'exécuter. Et contrairement à ce que vous croyez aujourd'hui, parce que tout à l'heure, je crois que ce que j'aime bien, c'est Tchapi, c'est qu'il balance des chiffres comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a assassiné 140 personnes, mais personne ne sait. Personne n'a vu des images, sauf lui.
Non, pas sauf moi. Non, Pas sauf moi, je ne tiens pas l'information. Vous êtes avocat. Ex nihilo. Vous êtes avocat. Oui. Vous déposez une plainte. Moi, je ne voudrais pas qu'on balance des choses comme ça sans, pour que ça fasse du buzz. Nous sommes dans une situation où il ne faut pas... ne jouez pas le pyromane qui met le feu. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans vous ne voulez pas qu'on vous donne les réalités du terrain. Non, les réalités là, il faut les poser. Vous envoyez le dossier au tribunal militaire, c'est ce que vous faites, hein. Même quand vous brûlez les effigies, vous envoyez au tribunal militaire, vous avez l'habitude, les gens ont l'habitude de saisir le tribunal militaire à tort et à travers. Mais vous savez, de telles plaintes, si elles viennent d'une opposition, vous connaissez le sort. Non, ça ne sortira même pas des tiroirs du commissaire du gouvernement. Non, ça c'est certain. Tu es avocat, tu es un vieil avocat, on se connaît depuis très longtemps, on connaît ta pugnacité, etc. Moi-même, s'il y a 140 personnes qui sont assassinées, je serai le premier à aller sur le front pour le décrier. Et je dois d'ailleurs vous dire qu'il existe un enseignement obligatoire, je crois que c'est le coefficient 4 ou 5 au niveau militaire sur les droits de l'homme. Actuellement, si vous n'avez pas cette note-là, vous êtes même éliminé. Donc il faut arrêter d'attaquer nos militaires. Parce que les gens meurent pour vous. Ils sont pour la défense de vos biens. Donc les exactions n'existent pas. Je suis en train de dire que ça et là, il peut y avoir ce qu'on appelle des brebis galeuses. Elles existent partout, même dans la profession d'avocat. Justement. Elles existent partout. Alors, Maître Emmanuel Donc, Pincy se félicite de cette attention que Paris c'est une très bonne chose accorde que la au France Cameroun. fasse. Mais lorsqu'il s'agit de Washington, qui critique les positions du Cameroun, il y a une levée du bouclier. Maître Lavoisier-Sapie, comment apprécier l'attitude des pouvoirs publics face à la communauté internationale selon les conseils et les critiques formulées dans le cadre de la gestion de la crise anglophone? Oui, vous savez que les récriminations viennent essentiellement du gouvernement et de ceux qui supportent ce gouvernement. Vous savez, monsieur le président de la République, monsieur Paul Biya, connaît le problème anglophone et ne veut pas y apporter une solution. Je prends à titre d'exemple le témoignage du ministre Abouam Achoyi, qui a révélé que le président Paul Biya avait mandaté 3 personnes. Le président Ahidjo. Le président Ahidjo avait mandaté 3 personnes. Lui, Abouam Achoyi, il est vivant. Paul Biya, il est vivant. Dorothy Njema, elle est vivante. Ils sont allés enquêter sur le problème anglophone. Ils ont donné les propositions au président Ahidjo. Et il a rappelé, le ministre Abouam Achoyi, il a rappelé au président Paul Biya que si le président Paul Biya n'a plus son rapport, lui, Abouam Achoyi, a son rapport, il va le mettre à sa disposition pour lui dire, voilà les propositions pour résoudre la crise anglophone. Il me souvient aussi que le ministre Pham Ndongo, qui est chargé de la communication au sein du RDPC, a déclaré que ni le RDPC ni le gouvernement ne sont opposés à un débat sur le fédéralisme. Mais pourquoi est-ce que tant de volonté ne se concrétise pas? Vous voyez? Donc, la levée de bouclier qui est levée contre l'ambassadeur des États-Unis, c'est la même chose avec le cardinal Toumi. Ça dit que le gouvernement est réfractaire à toute critique positive. Moi, je suis un intellectuel. Mon confrère l'est également. Je trouve aberrant qu'on soutienne un monsieur de 85 ans pour être encore président d'une république pour 7 ans. Une république comme le Cameroun, je trouve aberrant. Est-ce que c'est intellectuel... Est-ce que c'est un problème d'âge qui permet de Oui. mesurer la capacité à gouverner un pays? Absolument. Le pouvoir use. Le pouvoir use. À 85 ans, on a perdu à plus de 70% sa capacité intellectuelle. Et pour le cas du chef de l'État, présentement, vous avez un chef d'État qui, aucune région ne me démentira. Depuis 1992, le chef de l'État n'a fait aucune visite officielle dans aucune région. C'est-à-dire que le président de la République est coupé des réalités du Cameroun. Et puis, pour lui, si le problème anglophone est résolu, ça lui enlève pratiquement tous les arguments qu'il devait évoquer pour mieux frauder les prochaines élections qui arrivent. Parce que quand on va parler des élections, vous allez voir l'implication du maintien de la crise. Des gens ont intérêt à ce que, des gens du pouvoir ont intérêt à ce que la crise anglophone ne soit pas résolue pour qu'on l'exploite dans le cadre de l'élection présidentielle qui vient. Et qu'on triche et qu'on mette l'armée dehors pour dire la personne qui bouge, on la bat. Donc, moi, je pense que c'est des choses pour lesquelles il faut faire extrêmement attention. L'ambassadeur des États-Unis a dit quelque chose. C'est-à-dire, il a dit
tout haut Qu'est-ce qu'il a dit? ce que 80% des Camerounais pensent tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que À savoir que le président de la République est fatigué. Donnons-lui l'occasion d'aller se reposer. Parce qu'il a Alors, dit. je voudrais, Qu'il aille se reposer et qu'il voudrais- ne se présente plus. je voudrais ici préciser la position de l'ambassade de France. Gilles L'ambassade Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui après sa rencontre avec le chef de l'État a évoqué la nécessité du dialogue entre les Camerounais pour mener des réflexions profondes afin de permettre aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver les conditions de vie décentes. Edmond Kamga, quelle est votre perception de ce message de Paris à l'endroit des Camerounais, dialoguer pour permettre aux populations des régions anglophones de retrouver des conditions de vie décentes? En réalité, on ne peut pas commenter autrement cette affirmation qui est limpide et claire. Le dialogue pour que les populations retrouvent les conditions de vie décentes. Je crois que c'est tout ce que les Camerounais attendent, souhaitent depuis si longtemps, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça dure. Que nous souhaitons que les Camerounais de cette partie du pays aient des conditions de vie décentes, que les enfants aillent à l'école sans connaître les problèmes qu'ils connaissent en ce moment. On ne sait même pas s'il y aura la rentrée scolaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le mois prochain. C'est tellement compliqué. Donc on ne peut pas critiquer le contenu du message de l'ambassadeur de France. Sauf qu'il le fait dans un contexte électoral. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Je ne dis pas qu'il a des arrière-pensées. Mais en même temps, je tiens à souligner que chaque fois qu'un chef de mission diplomatique intervient dans un contexte précis, il y a le message, il y a le texte, il y a le contexte, il y a le paratexte, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire il n'y a rien de hasard chaque fois qu'un diplomate prend position sur une question. Mais là, le texte est clair, on ne peut pas le commenter autrement. Mais je dis, il faut tenir compte du contexte. Et dans le contexte, je l'ai dit, il faut le lier à la position des États-Unis par rapport à leur manière d'agir, à leur manière de présenter leurs suggestions au président de la République. Mais je dois également, il faut le souligner ici, dire quelque chose qui m'a offusqué au cours de la semaine. J'ai lu dans le quotidien Cameroun Tribune la réaction d'un universitaire, professeur Vincent Touday-Bodé, qui a fait de fausses accusations sur le cardinal Toumi. Dans son développement, qui est basé sur la bonne volonté de démontrer que les forces armées font du maintien de la paix renforcée, ça c'est son expression. Oui. Il dit, malheureusement, en passant, que l'initiative du cardinal et de ses confrères religieux intervient au moment où ces religieux-là ont le sentiment qu'ils perdent le contrôle sur un groupe qu'ils croyaient contrôler. C'est extrêmement grave. Il donne l'impression que le cardinal Toumi serait le parrain ou le commanditaire des actions menées par les sécessionnistes. Il va même plus loin, il fait des affirmations graves qui laissent penser que le cardinal Toumi est contre les missions régaliennes de l'armée. Le cardinal Toumi n'a jamais été contre les missions régaliennes de l'armée. Parce que ça fait tout un dossier. C'est la manchette de Cameroun Tribune, d'une des éditions, où ils disent non, qu'on ne peut pas s'opposer aux missions régaliennes de l'armée. En fait, c'est un débat hors sujet. Le cardinal Toumi, dans son communiqué avec ses confrères, n'a jamais demandé aux forces armées de ne pas exécuter leurs missions régaliennes. Ils n'ont jamais dit de ne pas respecter l'intégrité territoriale du Cameroun. Parce que tout est basé là-dessus, la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le cardinal Toumi n'a jamais dit que l'armée ne doit pas défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Il n'a parlé que de la cessation des hostilités, qui n'a rien à voir avec les missions régaliennes de l'armée. L'armée doit faire son travail. Edmond Kamga, face à ces voix qui s'élèvent contre la tenue de cette conférence anglophone, Angélbert Lebon-Datual, le messager a souligné cette semaine, le chef de l'État Paul Biya, qui reste silencieux jusqu'ici, malgré cette main tendue du cardinal Christian Toumi pour justement engager ce dialogue tant attendu depuis près de 2 ans. Comment vous appréciez l'attitude du président de la République du Cameroun face à ces multiples critiques et espoirs formulés sur le théâtre de la crise anglophone? Moi, je pense qu'il faut aller poser cette question à un célèbre journaliste qui a écrit tout un ouvrage sur les silences du chef de l'État. Bon, nous, on fait nos constats. Il y a eu un appel depuis très longtemps, de toutes parts. De toutes parts. Je ne parle pas d'appel du peuple que l'on connaît aujourd'hui. Je parle du vrai appel. Mais
Enfin, on attend toujours que le chef de l'État, comme lors de l'annonce de sa candidature, réponde avec empressement. On ne peut pas, aujourd'hui, dans un pays sérieux, avec tout ce qui se passe dans la zone anglophone aujourd'hui, et laisser un ministre de la communication venir se prononcer là-dessus. L'heure est grave. Le chef de l'État doit pouvoir dire quelque chose. C'est soit il se dit, il gère le Cameroun sans administrer. À ce moment-là, il peut rester silencieux. Mais si on a un peuple, quand on a un peuple où des gens meurent au quotidien, moi je sors du sud-ouest, je vous assure, ce qui s'y passe est grave. Nous, dans la zone francophone, on est complètement désintéressés. Mais ce qui s'y passe est très grave. Et je dis, si on ne s'y prend pas suffisamment à temps pour régler ce problème, il sera pire que celui-là. N'oublions pas que nous avons le 1er octobre qui arrive à grand renfort. Le 1er octobre, c'est la date, la célèbre date où les sécessionnistes commémorent un peu leur indépendance. Oui. Et le 7 octobre, nous avons des élections présidentielles. Vous suivez mon regard? Oui. Donc, franchement, l'heure est suffisamment grave. Le chef de l'État a opté il y a 2 ans pour la solution militaire. C'est la réalité aujourd'hui. Il a fait du saupoudrage avec tout le respect pour ses actions. Il a fait du saupoudrage avec les avocats, du saupoudrage avec les enseignants. Mais les vrais problèmes de fond restent. Et si ces problèmes de fond ne sont pas traités, eh bien, cette situation va continuer à s'enliser. Le silence du chef de l'État, nous en sommes habitués, mais il est temps aussi qu'ils comprennent qu'à un moment donné, quand nous avons nos troupes qui tombent dans l'extrême nord, tous les jours, il faut qu'il s'y rende. Ce n'est pas une obligation, c'est à lui avec son management, mais il faut qu'il s'y rende. Quand ces gars tombent à l'extrême nord et qu'il y a des levées, quand ces gars tombent à l'extrême nord et qu'il y a des levées au ministère de la Défense, il faut qu'il soit au moins là pour accueillir et accompagner et rendre un hommage, un dernier hommage à ces soldats qui tombent sur le front. Quand dans la crise anglophone, des gens tombent et du côté gouvernemental et du côté des sécessionnistes, on a quand même besoin d'entendre le chef de l'État. Le président de la République a misé sur l'accélération de la décentralisation. Quelques mois après la création de tout un ministère consacré à cette question, il vient de rendre public l'organigramme de ce nouveau ministère. Et le Messager pense que le débat est désormais clos sur la forme de l'État. Maître Emmanuel Pensy, le ministère de la décentralisation et du développement local a désormais son organigramme, désormais les plans pouvoirs pour conduire la décentralisation. Cela est-il suffisant pour répondre aux préoccupations des populations, selon vous? Cela était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et ça, il faut être clair là-dessus. Je voudrais d'abord revenir sur la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis. Il n'a jamais dit que le président doit laisser le pouvoir. Il a demandé qu'il faudrait qu'il songe à trouver un successeur. Je crois qu'il faut ramener les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis. Et qu'il songe à son successeur. Oui. Et moi, je pense que à 85 ans, ce n'est pas une mauvaise idée de pouvoir le dire. Ça peut se tutoie. Tu es avocat comme moi. Quand quelqu'un vient te voir en disant « je suis en train de monter une entreprise », à cet âge-là, tu vas lui dire « bon, il faudrait que la société puisse durer. Qu'est-ce que vous songez pour qu'il y ait la pérennité de la société ?» Donc, ce n'est pas un mauvais conseil. Bon, cela dit en passant, je voudrais quand même revenir, parce que je ne veux pas laisser passer des trucs, pour dire que le règlement de la crise des avocats, c'est un saupoudrage. Ce n'est pas un saupoudrage. Le règlement au niveau des enseignants anglophones, avec tout ce que ça... On a même vu qu'on a créé au niveau du ministère de la Justice un certain nombre de fonctions. Même celui qui s'occupe au niveau des affaires judiciaires à la Cour suprême, c'est un anglophone. Donc il y a eu des progrès qui ont été faits. Donc ne dites pas saupoudrage, il y a des progrès. Mais c'est pour ça que je dis que quand il y a des progrès, les gens ne sont jamais contents. Mais là où je suis d'accord avec un certain nombre de critiques, c'est que les progrès, ce ne sont pas les changements d'hommes. Ça fait depuis des années où lorsqu'on enlève quelqu'un de l'Est, on met quelqu'un de l'Est. Quand on met quelqu'un du Sud-Ouest, on enlève du Nord-Ouest. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle des réformes structurelles. C'est ça le problème c'est un problème de système qui a montré ses limites. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait maintenant un système qui soit beaucoup plus efficace. Donc, moi j'ai été surpris
qu'il y ait un ministère plein au niveau de la décentralisation, ça aurait été une bonne chose. Mais à quelques mois, d'ici la fin d'année, il y avait des gens au ministère qui maîtrisaient le problème et qui auraient pu continuer, parce que ce n'est pas normal que sur le problème de la décentralisation, depuis 1994, que ça piétine. C'est un problème simple. J'ai déjà dit ça et déclaré que quelqu'un qui serait au cours moyen 1, il aurait eu un doctorat d'État en droit, en fiscalité, et aurait déjà déposé plusieurs thèses avec des mémoires sur comment se fait la décentralisation. La décentralisation n'est pas un problème aussi difficile que ça. Ce qu'il y a, et nous le disons ici, il existe un conglomérat de personnes autour du président Biya qui l'ont attaché depuis le 6 avril 1984 et qui veulent toujours gérer l'argent du Cameroun. C'est ça le véritable problème. Parce que c'est beaucoup plus simple. Et ça, il l'a relevé. Moi, j'ai eu mon oncle qui était gouverneur du Cameroun occidental à l'époque. Ça se gérait là-bas. Vous n'avez pas besoin, si vous faites des routes, d'aller à Yaoundé. Quand vous allez à Yaoundé, le fonctionnaire n'est pas là. Il a laissé sa veste. Il n'est pas loin. Vous avez vu le bout de cigarette. Il revient. Et il n'est jamais là. Et c'est ça qui dérange, même pour faire des affaires. Donc, si on veut accélérer le processus, il faudrait que la décentralisation soit effective. Le fait qu'on nomme le ministre au mois de mars et que ce soit au mois d'octobre qu'on fait l'organigramme, à mon avis, ça me pose un problème. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas normal de pouvoir le faire. Cette décentralisation ne doit pas faire peur aux gens. Et si nous avons un grave problème actuellement au niveau du nord et du sud-ouest, c'est parce que la décentralisation n'a pas été faite au plus tôt. Donc je le souhaite d'abord. Et je voudrais également terminer pour dire tout simplement que je ne sais pas ce que les gens veulent. Le chef d'État gouverne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et vous regardez au niveau de la Constitution. C'est le Premier ministre. C'est lui qui doit faire son travail. Il donne le travail au Premier ministre. Le Premier ministre, il faut qu'il travaille. Bon, maintenant, si le Premier ministre ne veut pas le travail et que le président trouve qu'il est très bon et qu'il le garde, ça, on en tire des conséquences qu'il faut. Et c'est pour ça que je souhaite, moi, que le président soit élu. Pourquoi? Pour la bonne et simple que pendant la guerre, on garde le président. Franklin Delano Roosevelt est le seul président des États-Unis, le 32e président des États-Unis. Il a mis 12 ans au pouvoir parce qu'on était pendant la guerre. Pendant la guerre, on ne change pas la personne qui est là parce qu'on va avoir le spoil system. Et le spoil system, ça fait qu'on recommence encore à zéro. Oui, au dialogue national qui doit avoir fait. Oui, au fait que s'il y a un cessez-le-feu, que les personnes qui peuvent contrôler, je dis ces snipers, parce que les gens sont incontrôlables. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont contrôlables, les Bobala, etc. Mais il y a des gens, ceux qui tuent, qui assassinent les chefs, etc. Ces personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça le problème, c'est que justement, il y a, et ça, c'est ça le véritable problème. D'accord, il faut le dialogue. Compris, Maître Emmanuel Pincy, sur la question du système de gouvernance publique au Cameroun. Maître Lavoisier-Sapie, Maître Emmanuel Pincy fait un constat d'échec, mais demande qu'on garde le président de la République malgré ces échecs de ces politiques publiques qu'il a implémentées depuis de nombreuses années. Quel est votre avis sur ce sujet, Maître Lavoisier? C'est contradictoire. Non. Si on a échoué, il faut partir. Moi, je pense que la question est extrêmement simple. Vous savez, le président Paul Biya a pris ce pays, lui-même il le disait aux premières années de sa gouvernance, l'économie est prospère. Le pays est en bonne voie. Il a pris un pays qui était en voie de développement pour en faire un pays très pauvre, très endetté. On a reculé de plus de 30 ans en matière de développement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les institutions en charge des questions de développement qui analysent la situation du Cameroun et qui le disent. Mais je voudrais dire que lorsque on rend impossible une révolution pacifique, on fait d'une révolution violente inévitable. La révolution violente devient inévitable quand on bloque la révolution pacifique. Je cite là le président John F. Kennedy, qui a été président des États-Unis entre 61 et 62. Pour dire que, entre 61 et 63, pour dire que il n'y a aucune volonté, je le dis clairement qu'il n'y a aucune volonté de la part du président de la République et de son gouvernement d'accepter une décentralisation. Pourtant, il y a tout un ministère qui vient d'être créé en mars et quelques mois après, l'organigramme qui permet d'avoir la visibilité sur les pouvoirs et les missions assignées. Oui, la création de ce ministère renforce ce refus de la décentralisation. Et je vais dire pourquoi. Vous avez le ministère au Cameroun. On vient de créer le ministère de la décentralisation. Vous avez le Conseil national de la décentralisation, qui est présidé par le Premier ministre.
qui est une autre institution budgétaire. Vous ne trouvez aucun élu, ni au ministère de la décentralisation, ni au Conseil national de la décentralisation. Vous avez le ministère de la ville, qui s'occupe des questions urbaines dans les villes, et qui fait la même chose que les délégués du gouvernement et les maires devraient faire. Vous avez le comité interministériel des services locaux, qui est présidé par le ministre de la décentralisation. Vous avez le FECOM, qui suce l'argent des mairies. Vous avez le délégué du gouvernement. Toutes ces institutions sont des gens nommés, aucun élu. Vous ne trouvez aucun élu là-dedans. Et c'est un tas d'institutions qui sont alignées comme ça pour faire exactement la même chose. C'est touffu, c'est confus, ça donne l'argument, ça donne raison à l'argument selon lequel le gouvernement de M. Paul Biya n'a aucune vision pour le développement des villes. Et quand vous regardez comment nos villes sont aujourd'hui, le développement des villes, c'est l'anarchie. Il n'y a aucune planification urbaine, même ici à Douala. Regardez les inondations et regardez les dégâts que ça cause. Donc, quand je cite toutes ces institutions, vous voyez qu'il ne reste que la mairie, qui a des élus. Il n'y a que la mairie qui peut dire qu'elle est une institution décentralisée, qu'elle est une institution de base, qu'elle est une institution qui représente le peuple. Mais les mairies n'ont pas d'argent. Parce que tout l'argent qui devait revenir aux mairies est sucé dès le premier étage par les délégués du gouvernement. Ici, à Douala, le délégué du gouvernement, il brasse 70 milliards de budget. Mais vous n'avez aucune commune d'arrondissement de Douala qui a 2 milliards de budget, alors qu'il y en a 70 en haut. Qu'est-ce qu'il fait avec? À Bafoussam, c'est pareil. Donc, à l'autre niveau, est-ce qu'on avait besoin du FECOM pour sucer l'argent des banques? L'État collecte l'argent des communes, renvoie au FECOM pour que le FECOM retourne dans les communes en ponctionnant. J'ai dit non. Si, par exemple, nous avons un budget qui est de plus de 4 000 milliards, nous avons 366 communes dans notre pays. Si chaque année, le gouvernement décidait de donner 1 milliard par commune pour le développement local, ça ferait 366 milliards sur 4 000 milliards et il en resterait beaucoup pour le développement du pays. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas au niveau des communes avec 1 milliard chaque année pour une commune? Donc, et c'est pour ça que je dis que du côté du gouvernement, il n'y a aucune vision et aucune volonté d'appliquer la décentralisation. Mais le ministre de la décentralisation s'est exprimé dans les colonnes de Cameroun Tribune. Il a évoqué le dossier de la mise en place des régions qui est sur sa table et qui est l'un des chantiers urgents. Edmond Kamga, la nouvelle expression, avait déjà critiqué ce ministère en parlant d'un ministère fantôme. Aujourd'hui, il y a un organigramme qui existe et il y a un premier chantier, à savoir la mise en place des régions. Est-ce que ces annonces sont rassurantes quant au développement local tant demandé par les populations? En attendant la mise en place effective de ces régions-là, permettez que je dise un mot sur la réalité à laquelle on vient d'assister dans le sud-ouest. Vous savez, le maire de Boya a fait des déclarations graves après la sortie du cardinal Toumi et de ses confrères religieux qui a annoncé une conférence, la conférence générale anglophone à Boya. Il a dit, et des journaux d'expression anglaise ont repris ses propos, il dit que même si le chef de l'État accepte la tenue de cette conférence générale anglophone, lui, il estime que ça ne va pas se tenir et qu'on passera peut-être sur son cadavre pour tenir cette conférence. Plus grave, si vous observez les réseaux sociaux ces derniers jours, un de ses affidés a lancé la chasse aux sorcières, la guerre contre les personnes qu'il appelle les Graffiti People. Il leur demande de rentrer chez eux. Par Graffiti People, il parle des personnes originaires des Grassfields, dans nord-ouest et ouest. Oui. Il faut faire très attention. J'attire l'attention des pouvoirs publics sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui risque de se passer dans la région du sud-ouest. Les populations originaires de l'ouest et du nord-ouest sont en danger. La République est en danger. C'était important de le souligner. Maintenant, en ce qui concerne les mesures qui sont prises par le chef de l'État pour donner corps, n'est-ce pas, au processus de décentralisation, pour accélérer la décentralisation, c'est une bonne chose. C'est vrai que ça arrive avec beaucoup de retard. Surtout que l'organigramme arrive avec beaucoup de retard. Ça donne toujours l'impression que dans ce pays, on met la charrue avant les bœufs. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais j'insiste sur une chose par laquelle on aurait dû commencer. Laquelle? C'est d'organiser les régionales.
c'est de permettre aux régions d'avoir des conseils régionaux élus. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe depuis 2 ans au Cameroun se passe parce qu'on n'a pas de conseils régionaux élus. Parce que les conseils régionaux élus sont des exécutifs locaux qui travaillent en étroite collaboration avec les communes, les mairies. Parce que ce sont ces deux structures qui donnent force à ce qu'on appelle collectivité territoriale décentralisée. D'un côté, les communes, de l'autre, les régions. Et les conseils régionaux ont ceci de spécifique qu'ils ont non seulement les mêmes pouvoirs, la légitimité qu'ont les exécutifs locaux, mais ils ont également le rôle, la puissance financière qui permet de développer la région. Parce que les conseils régionaux sont, d'après notre constitution, constitués d'un groupe, c'est-à-dire après l'élection, quand ils sont élus, les conseils régionaux sont élus, ils constituent une sorte de gouvernement local. Et chacun des membres a en réalité une attribution qui ressemble un peu aux membres du gouvernement dans les domaines spécifiques comme l'éducation, la culture, toutes les questions sociales, santé et autres. Et les pouvoirs qui partent de Yaoundé pour la région descendent. C'est-à-dire qu'il y a totalement ce qu'on attend depuis pour les communes et même pour les régions qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire en fait le transfert de compétences, des pouvoirs. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous ces transferts de pouvoirs, de ressources financières et autres? C'est parce qu'en réalité, à Yaoundé, il y a des personnages qui ont décidé qu'ils vont torpiller ce qui est prévu par la Constitution. Pourtant, le chef de manne l'État, financière. tout à fait. Le chef de l'État avait pourtant annoncé en fin décembre 2017 l'accélération de la décentralisation. Et en début d'année 2018, tous les Camerounais espéraient cette organisation des élections régionales. Mais il n'en a été rien. Algelbert Lebon Ndachwa, comment appréciez-vous le processus d'accélération de la décentralisation tel que mené par le président de la République du Cameroun? Bon, ben, je veux bien comprendre l'accélération, mais je tiens quand même à souligner que la décentralisation a véritablement pris effet au Cameroun par une loi de 96. On a bien envie de se demander, mais 22 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout comme on pourrait se demander, 36 ans après au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? 22 ans après. Le problème de la décentralisation et son effectivité aujourd'hui, je crois que Edmond l'a dit à suffisance. La décentralisation ne peut se faire ressentir qu'au niveau de véritables patrons locaux. Et nous savons aujourd'hui que les municipalités telles qu'elles sont organisées ne sont pas des patrons locaux. Il est prévu dans notre constitution donc qu'il y ait des régions qui sont, enfin des patrons de régions qui sont élus par des élus municipaux. Et ces patrons de région sont de véritables maîtres de leur région parce qu'ils ont directement un contrôle de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie sportive. C'est de vrais patrons. Évidemment, dans ce contexte, quand on sait qu'on a un pouvoir central à Yaoundé, je veux bien qu'on me trouve des excuses il y a des personnes autour de Paul Biya. Il n'y a personne autour de Paul Biya. Paul Biya est seul et responsable. Il n'y a personne autour de lui. S'il y a quelqu'un autour de lui, qu'on me donne un nom. Et même s'il y a quelqu'un autour de Paul Biya, mais c'est Paul Biya qui nomme les gens qui sont autour de lui. Mais je ne comprends pas comment on peut tout le temps nous sortir cette excuse. Monsieur Paul Biya est seul et unique responsable de cette situation. Donc, monsieur Paul Biya ne veut pas aujourd'hui partager son pouvoir aux régions. Il veut être la fin et le début de tout. C'est visible. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour le comprendre. On a un État centralisé qui ne veut rien partager. C'est pourquoi la décentralisation aujourd'hui va à un rythme que l'on peut observer. 22 ans après, on en est où? On en est à créer un ministère, à nommer un ministre de la décentralisation 22 ans après la loi. Donc, vous comprenez que... Justement, cette question de la décentralisation sera certainement l'un des sujets qui sera au centre de cette campagne présidentielle annoncée dans les tout prochains jours. Maître Emmanuel Pincy, est-ce que le chef de l'État, en accélérant ce processus, cherche des arguments de campagne pour les tout prochains jours? Je crois qu'il faudrait pas seulement cet argument comme argument de campagne.
L'un des arguments de campagne, c'est également parce que, qu'on le veuille ou non, il a une fine connaissance de ce qui se passe au Cameroun, de la politique au Cameroun. Et qu'actuellement, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, il a une volonté, et je voudrais, en ce qui me concerne, qu'il réussisse, tout simplement parce que, avec un spoil system, vous ne pouvez pas. Le spoil system se suit. Mais d'aucuns estiment que ça fait 22 ans quand même que cette décentralisation est prévue et que des textes existent. Je suis l'un de ceux qui ont décrié le fait que, et quand j'entends notre ami du MRC dire que le président est seul, mais je trouve ça incroyable. Le président a des collaborateurs à qui il délègue. Et je crois que le problème, c'est le fait qu'il fait vraiment confiance à un certain nombre de personnes qui sont des incapables. Et sur ça, il emporte une responsabilité. Dans le management. Après 22 ans de dysfonctionnement, faut-il changer? Attention, je vous en prie, messieurs. Après 22 ans de dysfonctionnement de la décentralisation, faut-il continuer face à un mur ou faut-il changer ce système de gouvernance publique? C'est ce que je suis en train de dire, que là, il a... Vous savez, quand le président est arrivé, au point de vue historique, il a commencé avec rigueur et moralisation. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Et quand il y a eu le coup d'État du 6 octobre, ça a tout gâché. Et à partir de ce moment-là, il y a eu également des problèmes que nous avons connus à partir de avant 1985-86, où nous avons eu pendant 20 ans une crise multiforme qui aurait pu tuer le Cameroun. Et si nous n'avions pas ce qu'on appelle ici les gens qui ceux qui travaillent au quartier, là, chacun, Edmond, c'est eux, c'est ceux qui n'ont pas de statut. Qui ont fait qu'en fait que le Cameroun s'en sorte. Là, ce que je vois, c'est que je sais que le président voudrait la décentralisation qu'elle ait lieu. C'est-à-dire, on peut être de l'opposition et voudrait qu'elle ait lieu. Mais est-ce qu'il avait mis des gens qui étaient capables de le faire? Non. Mais est-ce que maintenant, il pourra le faire? Je pense qu'il en a la volonté. N'importe quelle personne, et je dis, quel que soit son âge, à un moment donné, Dieu peut vous rappeler, voudrait réussir. Et rien que pour ça, il va pouvoir faire en sorte que cette décentralisation ait lieu. Edmond l'a souligné, les régionales c'est important, mais je rappelle à que de mairie de Douala a plus de 2 milliards, etc. Il y a des communes à Douala qui ont beaucoup plus que ça. Donc il ne faudrait pas discuter parce qu'on est de l'opposition, dire quelque chose et son contraire. Non, le développement, ce que je pense que Tchapi voulait dire, c'est de dire qu'il faudrait, et je suis d'accord avec lui, un cost killing. Parce qu'il y a un certain nombre d'institutions qui font la même chose. Et qu'à partir du moment, dans le cadre d'une gestion qui soit bonne, il faudrait éliminer quelques-unes. Je crois que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il faudrait réécrire et revoir comment ça se passe. Mais je le dis, pour l'avoir vécu, si vous allez vraiment à Yaoundé, il y a des fonctionnaires qui ne sont même pas à des postes élevés, qui torpillent des affaires qui se passent dans ce pays. C'est-à-dire, nous avons au niveau de notre mentalité, c'est-à-dire, on fait quelque chose et les gens n'exécutent pas. C'est ça le véritable problème. Ce qu'il faudrait, c'est que ces gens-là, il faudrait les punir et les enlever. C'est pour ça que je crois, à mon avis, que si le président, et j'espère qu'il sera élu, qui va dégager un certain nombre de personnes pour mettre ceux qui sont capables. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? On va appliquer la loi de l'article 66 de la Constitution. Ceux qui sont nommés et qui travaillent, parce que ces personnes-là, que vous ne connaissez pas, c'est parce qu'ils ne viennent jamais dans les débats. Ils ne viennent jamais débattre. Ça fait 28 ans qu'on attend l'application de l'article 66. Ces personnes ne sont jamais là. Ceux qui sont dans les débats comme nous, qui prennent des coups, ce n'est pas nous qui dirigeons. Nous sommes là tout simplement parce que nous sommes des partisans et c'est une association, on le fait librement parce qu'on aime notre pays. Justement, face à cette mauvaise gouvernance que vous venez de décrier, Maître Lavoisier-Sapi, que propose le SDF au moment où le Cameroun se dirige vers une élection présidentielle capitale, en attendant la publication de la liste des candidats retenus à cette élection? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à cette mauvaise gouvernance qui vient d'être décriée sur ce plateau? La chose fondamentale que nous proposons, c'est d'abord de refaire la constitution de notre pays. Parce que nous avons une constitution hyper présidentialiste. Une constitution qui concentre tous les pouvoirs entre une seule main. Le chef de l'État, il est président de la République, il est chef de l'exécutif, chef du judiciaire, parce que c'est lui qui nomme les magistrats jusqu'aux magistrats de la Cour suprême, c'est lui qui les sanctionne. Il est chef du législatif, vous le savez.
que depuis 1958, en dehors des projets qui viennent du gouvernement, aucun député n'a jamais réussi à faire passer un projet à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi. Proposition de loi. Et que le président de la République peut même se substituer à l'Assemblée nationale et gouverner par ordonnance. Donc il est chef du judiciaire, chef du législatif. C'est une constitution dictatoriale, comme le disait le ministre Joseph Owona. Une constitution qui concentre tous les pouvoirs entre une seule main. Et vous savez qu'il y a également une expression dans l'administration. Vous entendez souvent les ministres dire sur haute instruction du chef de l'État. Même quand un ministre veut aller aux obsèques d'un parent au village, il faut attendre les hautes instructions du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres que le président nomme jusqu'au premier ministre, ils n'ont aucun pouvoir réel. Tout ce qu'ils peuvent faire, tant que la présidence n'a pas donné son aval, ils ne le font pas. Ça bloque des bonnes initiatives. Parce qu'il y a des bonnes initiatives qui peuvent remonter à la présidence. Les gens voient que ça coince leurs intérêts, ils étouffent et ça ne passe pas. Donc nous sommes dans un système qui ne favorise pas l'épanouissement du développement de notre pays. Ce que le SDF propose, c'est une nouvelle constitution qui favorise le fédéralisme. Le fédéralisme, à savoir que le Cameroun reste uni, contrairement à ce que le pouvoir tente de mettre dans l'esprit des gens. Que tous ceux qui croient au fédéralisme sont ceux qui veulent la sécession du Cameroun. J'ai dit non. Le fédéralisme est une forme de gouvernance. Et mon confrère, mon grand frère, il le sait. Les anglophones appliquaient ce système de indirect rule. C'est ça le fédéralisme. À savoir que l'essentiel du pouvoir vient de la population. Et on les associe à tout ce qui est fait. Pourquoi est-ce que la SNEC n'existe pas dans le Nord-Ouest? Parce que les anglophones, selon ce système fédéral, avaient leur système d'eau financé par les populations. Et il y avait les bonnes fontaines qui étaient devant les maisons des gens. Ils n'avaient pas besoin de payer les factures. La SNEC est venue tout simplement mettre les compteurs pour mettre les factures. Les gens ont dit non, vous n'avez rien dépensé pour avoir ça. Donc, je pense que le fédéralisme est l'option qui sied le mieux pour le développement de notre pays. Et j'ai pris l'exemple de la région de l'Est. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce que depuis 1950, quand vous voyez les richesses qui sont sorties de l'Est, le bois, le fer, le manganèse, l'or, etc. Et quand on voit le niveau de développement de cette région, le niveau de sous-développement de cette région, on comprend aisément que s'il y avait un système fédéral qui permet à ce qu'une partie des richesses, même si c'est seulement 10% donc combien des richesses, combien d'États si c'est 10% des richesses qui viennent de l'Est qui restent, et 90% vont à l'État fédéral pour la péréquation, s'il y a 10% des richesses... Il faut 10 États à l'Est. Non, je ne dis pas 10 États. La conférence constitutionnelle, selon le SDF, va déterminer le nombre d'États. Nous ne monopolisons pas le savoir et la gestion des affaires de l'État comme le RDPC le fait. Justement, le après, RDPC dit il faut 10 États. après vous mettre la voix des sapis, j'aimerais également que Engelbert Lebon d'Achua réagisse sur cette question de mauvaise gouvernance qui est constatée sur ce plateau. Qu'est-ce que le MRC propose en ce moment où le pays se dirige vers un scrutin présidentiel et dont le président de votre parti politique est engagé dans cette course? Alors, j'ai bien écouté Maître Tapi. Je pense qu'on se rejoint sur un point. C'est d'abord cette fameuse révision constitutionnelle qui ferait du chef d'État quelqu'un qui donne la grande ligne et qui, à côté, renforcerait donc véritablement les pouvoirs d'un Premier ministre. Au niveau de la forme de l'État, ça peut s'appeler fédéralisme, ça peut s'appeler régionalisme ou tout ce qu'on veut, mais je pense que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans. Ce n'est pas la forme qui importe, c'est le fond. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Il est clair qu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas continuer à diriger comme il est dirigé aujourd'hui. Il faut de plus en plus impliquer les collectivités locales dans la gestion des affaires. Ça permet aujourd'hui de résoudre ces problèmes de gouvernance, même de démocratie. Même de démocratie. On ne peut pas continuer à gérer aujourd'hui comme c'est géré depuis Yaoundé. Il faut, sur la forme de l'État et dans le fond, impliquer davantage les populations. Il faut une réelle redistribution des ressources. Vous voyez, on a passé tout à l'heure une heure de temps à parler du problème anglophone. Mais c'est une des raisons pour lesquelles le peuple anglophone également se soulève aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas venir. C'est vrai que le Cameroun, c'est 475 000 km², mais c'est 475 000 km² de culture, de personnes qui sont différentes, et chacun selon sa région. Les anglophones aujourd'hui estiment, je ne veux pas savoir si c'est à tort ou à raison, ils estiment qu'on vient pomper le pétrole chez eux, comme ils disent, et qu'ils n'en profitent pas. Et que l'argent aille directement à Yaoundé, et que c'est Yaoundé qui décide de ce qu'on devrait leur envoyer. Aujourd'hui, ils voudraient pouvoir, pas forcément avoir un œil, un regard, non, parce que ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle de l'État. Mais ils voudraient pouvoir, à leur niveau, ne serait-ce qu'un pourcentage qu'on pourrait définir de ressources qui partent de chez eux. Aussi simple que ça. Donc, tout ça ne peut se définir que dans la forme et dans ce qu'on met dans le fond de la forme de l'État. Justement, ce débat sur la forme de l'État, Edmond Kambia, va ressurgir durant cette élection présidentielle, durant cette campagne qui est à venir. Malgré le fait que le président de la République multiplie les actions pour la décentralisation, le débat est inévitable sur la forme de l'État durant le scrutin présidentiel. C'est incontestable. Le débat sur la forme de l'État va s'opposer dans la bataille électorale pendant les deux semaines qui vont précéder l'élection présidentielle. Il va sans dire. Il y a certains candidats dont le projet de société penche pour la décentralisation. Il y en a dont le projet de société penche pour le fédéralisme. Entre les deux options, je pense que la capacité des candidats à convaincre les citoyens ou l'électorat leur permettra de se positionner pour le candidat peut-être pour lequel ils se sentent le plus à l'aise en termes de projets alternatifs, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Il s'agit beaucoup moins d'alternance que d'alternatifs en termes de projets. Et cela me permet de dire rapidement une chose sur la question de candidature unique qui est un faux débat, parce qu'en réalité, la candidature unique est impossible. Par contre, il peut y avoir une candidature dans une dynamique, dans une convergence de changements qui permettent à travers un projet alternatif d'apporter ce que l'ensemble des citoyens souhaitent pour le Cameroun. Et Maître Emmanuel Pensy, sur ce débat sur la forme de l'État, est-ce que le RDPC redoute ce débat durant la campagne présidentielle à venir au regard des actes posés par le président national de votre parti, qui est en même temps chef de l'État, qui multiplie les actions en faveur de la décentralisation pour avoir des arguments durant cette campagne? Je crois que vous voyez que le débat est libre. Donc on ne peut pas cantonner un débat. Le débat, comme a dit Edmond, aura lieu. Et je voudrais dire ceci, que moi je suis personnellement pour une réforme au niveau de la Constitution où le président de la République aurait moins de pouvoir. C'est-à-dire il faudrait rééquilibrer le pouvoir, faire en sorte que le Premier ministre soit responsable devant le Parlement avec des motions de censure et que les ministres qui sont nommés passent devant une commission pour qu'on puisse les interroger pour voir s'ils sont capables. Mais je voudrais également rappeler ici ce que les gens ne disent pas, parce que nous sommes quand même en politique, que vous savez qu'il existait une limitation de mandat présidentiel. La personne qui est allée défendre l'abrogation de cette limite, c'était Kamto, comme ministre délégué. C'est lui qui est parti au Parlement pour dire... Non, laissez-moi aller terminer. Et en quoi ça pose problème selon vous? Ça pose un problème parce que moi, je suis pour la limite du mandat du président de la République, et tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle que nous voulons tous. Et cette réforme constitutionnelle qui va arriver, elle est nécessaire parce que la constitution camerounaise n'est pas été totalement appliquée. Les régionales sont vraiment la clé de voûte. Et la décentralisation, si on avait fait, on n'aurait pas ce problème. Justement, Angèle Bel-Bondachoua, sur ces propos concernant le président du MRC, Maurice Kamto, qui a défendu le lever de verrou sur la limitation de mandat. Est-ce que c'est un problème, un passif à son encontre? Moi, je voudrais d'abord dire à Maître Pensy, en arrivant ici aujourd'hui, je me suis promis de ne pas parler de la personne de Kamto. Ouais, c'est là. Non, mais je suis là pour parler de projet. Je suis là pour parler de projet. Puisqu'il faille qu'on parle de Kamto, puisqu'il faille qu'on parle de Kamto, par respect pour vous, encore une fois de plus, je me suis promis de ne pas revenir sur un ensemble de choses que vous avez dit ici sur un plateau. Et j'étais en studio, pas sur le plateau, j'étais en studio, parce que j'accompagnais mon président comme invité du journal.
On ne peut pas vous laisser dire autant d'inexactitudes tout le temps. Monsieur Kamto, et là ce n'est plus le président, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été associé de près ni de loin à la révision constitutionnelle qui abrogeait la limitation des mandats. Il faut que ce soit clair et il faut le dire aux Camerounais. Je ne vais pas revenir sur les autres comment je vais appeler ça, les inexactitudes que vous avez sorties ce jour-là. Vous avez dit que Mme Kamto était militante du RDPC. Mais ça, franchement, vous allez parfois chercher ça très loin. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes habitués au Kamto bashing. C'est-à-dire que... Le biamachine, le biamachine, c'est normal. Le biamachine, c'est le bilan. C'est de bonne guerre. Le biamachine, c'est le bilan. Oui, on est de bonne guerre. On est peut-être en politique, voilà. mais il faut également mettre Pensi. Mais sans rancune, hein, bien sûr, bon, j'ai pas de problème avec Kamto. Il faut également qu'on se respecte. Vous avez insinué ce jour-là que le président Kamto, c'est peut-être un détail, ne vous a pas dit bonjour. Mais Maître Pensi... Pas moi. Non, mais Maître Pensi... Monsieur, je tiens à préciser... C'est pas ça le problème. C'était deux plateaux de télévision bien différents. Et la réaction de Sudem Politesse n'avait pas lieu d'être puisque l'émission était en direct et que le professeur Maurice Kamto se rendait bien sûr en dehors de ces plateaux de télévision. Messieurs, merci d'être venus sur droit de réponse. Maître Emmanuel Pensi, avocat militant du RDPC, Edmond Kamgia, consultant sur droit de réponse, Maître Lavoisier Sapi, avocat et militant du SDF. Nous osons croire que le chef de l'État va accepter le dialogue avec les anglophones avant l'élection présidentielle. Et enfin, Engelbert Lebon Dachua, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision.